1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Première partie. Chapitre 1. Suite. 4 avril 1984. Hier, soirée au ciné. Rien que des films de guerre. Un très bon film montrait un navire plein de réfugiés, bombardé quelque part dans la Méditerranée. Auditoire très amusé par les tentatives d'un gros homme gras qui essayait d'échapper en nageant à la poursuite d'un hélicoptère. On le voyait d'abord se vautrer dans l'eau comme un marsouin, puis on l'apercevait à travers le viseur du canon de l'hélicoptère. Il était ensuite criblé de trous, et la mer devenait rose autour de lui. Puis il sombrait aussi brusquement que si les trous avaient laissé pénétrer l'eau. Le public riait à gorge déployée quand il s'enfonça. On vit ensuite un canot de sauvetage plein d'enfants que survolait un hélicoptère. Une femme d'âge moyen, qui était peut-être une juive, était assise à l'avant, un garçon d'environ 3 ans dans les bras. Petit garçon criait de frayeur et se cachait la tête entre les seins de sa mère, comme s'il essayait de se terrer en elle, et la femme l'entourait de ses bras et le réconfortait, alors qu'elle était elle-même verte de frayeur. Elle le recouvrait autant que possible, comme si elle croyait que ses bras pourraient écarter de lui les balles. Ensuite, l'hélicoptère lâcha sur eux une bombe de 20 kilos qui éclata avec un éclair terrifiant, et le bateau vola en éclats. Il y eut ensuite l'étonnante projection d'un bras d'enfant montant droit dans l'air. Un hélicoptère muni d'une caméra a dû le suivre, et il y eut des applaudissements nourris venant des fauteuils. Mais une femme qui se trouvait au poulailler s'est mise brusquement à faire du bruit en frappant du pied et en criant « On ne doit pas montrer cela devant les petits. On ne doit pas, ce n'est pas bien, pas devant les enfants. Ce n'est pas, jusqu'à ce que la police la saisisse et la mette à la porte. Je ne pense pas qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit. Personne ne s'occupe de ce que disent les prolétaires. Les typiques réactions prolétaires. Jamais on... » Winston s'arrêta d'écrire, en partie parce qu'il souffrait d'une crampe. Il ne savait ce qui l'avait poussé à déverser ce torrent d'absurdité. Mais le curieux était que, tandis qu'il écrivait, un souvenir totalement différent s'était précisé dans son esprit, au point qu'il se sentait presque capable de l'écrire. Il réalisait maintenant que c'était à cause de cet autre incident, qu'il avait soudain décidé de rentrer chez lui et de commencer son journal ce jour-là. Cet incident avait eu lieu le matin, au ministère, si l'on peut dire d'une chose si nébuleuse qu'elle a eu lieu. Il était presque 11 heures, et au commissariat aux archives où travaillait Winston, on tirait les chaises hors des bureaux pour les grouper au centre du hall, face au grand télécran, afin de préparer les 2 minutes de la haine. Winston prenait place dans un des rangs du milieu, quand 2 personnes qu'il connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais parlé, entrèrent dans la salle à l'improviste. L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne savait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait au commissariat au roman. Il l'avait parfois vue avec des mains huileuses et tenant une clé anglaise. Elle s'occupait probablement à quelque besogne mécanique sur une des machines à écrire des romans. C'était une fille d'aspect hardi, d'environ 27 ans, aux épais cheveux noirs, au visage couvert de taches de rousseur, à l'allure vive et sportive. Une étroite ceinture rouge, emblème de la Ligue anti-sexe des juniors, plusieurs fois enroulée à sa taille par-dessus sa combinaison, était juste assez serrée pour faire ressortir la forme agile et dure de ses hanches. Winston l'avait détestée dès le premier coup d'œil. Il savait pourquoi. C'était à cause de l'atmosphère de terrain de hockey, de bains froids, de randonnées en commun, de rigoureuse propreté morale qu'elle s'arrangeait pour transporter avec elle. Il détestait presque toutes les femmes, surtout celles qui étaient jeunes et jolies. C'étaient toujours les femmes, et spécialement les jeunes, qui étaient les bigotes du parti.
avaleuse de slogans, espionne amateur, dépisteuse d'hérésie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression qu'elle était plus dangereuse que les autres. Une fois, alors qu'ils se croisaient dans le corridor, elle lui avait lancé un rapide regard de côté qui semblait le transpercer et l'avait rempli un moment d'une atroce terreur. L'idée lui avait même traversé l'esprit qu'elle était peut-être un agent de la police de la pensée. C'était à vrai dire très improbable. Néanmoins, il continuait à ressentir un malaise particulier, fait de frayeur autant que d'hostilité, chaque fois qu'elle se trouvait près de lui quelque part. L'autre personne était un homme nommé O'Brien. Membre du parti intérieur, il occupait un poste si important et si élevé que Winston n'avait qu'une idée obscure de ce qu'il pouvait être. Un silence momentané s'établit dans le groupe des personnes qui entouraient les chaises quand elles virent approcher sa combinaison noire, celle d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme grand et corpulent, au cou épais, au visage rude, brutal et caustique. En dépit de cette formidable apparence, il avait un certain charme dans les manières. Il avait une façon d'assurer ses lunettes sur son nez qui était curieusement désarmante, et d'une manière indéfinissable, curieusement civilisée. C'était un geste qui, si quelqu'un pouvait encore penser en termes semblables, aurait rappelé celui d'un homme du XVIIIe, offrant sa tabatière. Winston avait vu O'Brien une douzaine de fois peut-être, dans un nombre presque égal d'années. Il se sentait vivement attiré par lui. Ce n'était pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre l'urbanité des manières d'O'Brien et son physique de champion de lutte. C'était beaucoup plus. À cause de la croyance secrète, ce n'était peut-être même pas une croyance, mais seulement un espoir, que l'orthodoxie de la politique d'O'Brien n'était pas parfaite. Quelque chose dans son visage le suggérait irrésistiblement. Mais peut-être n'était-ce même pas la non-orthodoxie qui était inscrite sur son visage, mais simplement l'intelligence. De toute façon, il paraissait être quelqu'un à qui l'on pourrait parler si l'on pouvait duper le télécran et le voir seul. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette supposition. En vérité, il n'y avait aucun moyen de la vérifier. O'Brien, à ce moment, regarda son bracelet-montre, vit qu'il était près de 11 heures et décida, de toute évidence, de rester dans le commissariat aux archives jusqu'à la fin des 2 minutes de la haine. Il prit une chaise, sur le même rang que Winston, 2 places plus loin. Une petite femme rousse, qui travaillait dans la cellule voisine de celle de Winston, les séparait. La fille aux cheveux noirs était assise immédiatement derrière eux. Un instant plus tard, un horrible crissement, comme celui de quelque monstrueuse machine tournant sans huile, éclata dans le grand télécran du bout de la salle. C'était un bruit à vous faire grincer des dents et à vous hérisser les cheveux. La haine avait commencé. Comme d'habitude, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, avait jailli sur l'écran. Il y eut des coups de sifflet, çà et là, dans l'assistance. La petite femme rousse jeta un cri de frayeur et de dégoût. Goldstein était le renégat et le traître. Il y avait longtemps, combien de temps personne ne le savait exactement, il avait été l'un des meneurs du parti, presque au même titre que Big Brother lui-même. Il s'était engagé dans une activité contre-révolutionnaire, avait été condamné à mort, s'était mystérieusement échappé et avait disparu. Le programme des 2 minutes de la haine variait d'un jour à l'autre, mais il n'y en avait pas dans lequel Goldstein ne fût la principale figure. Il était le traître fondamental, le premier profanateur de la pureté du parti. Tous les crimes subséquents contre le parti, trahison, actes de sabotage, hérésie, déviation, jaillissaient directement de son enseignement. Quelque part, on ne savait où, il vivait encore et ourdissait des conspirations. Peut-être au-delà des mers, sous la protection des maîtres étrangers qui le payaient. Peut-être, comme on le murmurait parfois, dans l'Océania même, en quelque lieu secret.
Le diaphragme de Winston s'était contracté. Il ne pouvait voir le visage de Goldstein sans éprouver un pénible mélange d'émotions. C'était un mince visage de juif, largement auréolé de cheveux blancs vaporeux, qui portait une barbiche en forme de bouc. Un visage intelligent et pourtant méprisable par quelque chose qui lui était propre, avec une sorte de sottise sénile dans le long nez mince sur lequel, près de l'extrémité, était perchée une paire de lunettes. Ce visage ressemblait à celui d'un mouton, et la voix, elle aussi, était du genre bêlant. Goldstein débitait sa venimeuse attaque habituelle contre les doctrines du parti. Une attaque si exagérée et si perverse qu'un enfant aurait pu la percer à jour, et cependant juste assez plausible pour remplir chacun de la crainte que d'autres, moins bien équilibrés, pussent s'y laisser prendre. Goldstein insultait Big Brother, dénonçait la dictature du parti, exigeait l'immédiate conclusion de la paix avec l'Eurasia, défendait la liberté de parler, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de penser. Il criait hystériquement que la révolution avait été trahie, et cela en un rapide discours polysyllabique, qui était une parodie du style habituel des orateurs du parti, et comprenait même des mots novlangues, plus de mots novlangues même qu'aucun orateur du parti n'aurait normalement employés dans la vie réelle. Et pendant ce temps, pour que personne ne pût douter de la réalité de ce que recouvrait le boniment spécieux de Goldstein, derrière sa tête, sur l'écran, marchaient les colonnes sans fin de l'armée eurasienne, rang après rang d'hommes, à l'aspect robuste, au visage inexpressif d'asiatiques, qui venaient déboucher sur l'écran et s'évanouissaient pour être immédiatement remplacés par d'autres, exactement semblables. Le sourd martèlement rythmé des bottes des soldats formait l'arrière-plan de la voix bêlante de Goldstein. Avant les 30 secondes de la haine, la moitié des assistants laissaient échapper des exclamations de rage. Le visage de mouton satisfait et la terrifiante puissance de l'armée eurasienne étaient plus qu'on en pouvait supporter. Par ailleurs, voir Goldstein ou même penser à lui produisait automatiquement la crainte et la colère. Il était un objet de haine plus constant que l'Eurasia ou l'Estasia, puisque lorsque l'Océania était en guerre avec l'une de ses puissances, elle était généralement en paix avec l'autre. Mais l'étrange était que bien que Goldstein fût haï et méprisé par tout le monde, bien que tous les jours et 1 millier de fois par jour, sur les estrades, au télécran, dans les journaux, dans les livres, ces théories fussent réfutées, écrasées, ridiculisées, que leur pitoyable sottise fût exposée au regard de tous, en dépit de tout cela, son influence ne semblait jamais diminuer. Il y avait toujours de nouvelles dupes qui attendaient d'être séduites par lui. Pas un jour ne se passait que des espions et des saboteurs à ses ordres ne fussent démasqués par la police de la pensée. Il commandait une grande armée ténébreuse, un réseau clandestin de conspirateurs qui se consacrait à la chute de l'État. On croyait que cette armée s'appelait la Fraternité. Il y avait aussi des histoires que l'on chuchotait à propos d'un livre terrible, résumé de toutes les hérésies, dont Goldstein était l'auteur, et qui circulait clandestinement çà et là. Ce livre n'avait pas de titre. Les gens s'y référaient. S'ils s'y référaient jamais, en disant simplement le livre, mais on ne savait de telles choses que par de vagues rumeurs. Ni la fraternité ni le livre n'étaient des sujets qu'un membre ordinaire du parti mentionnerait s'il pouvait l'éviter. À la seconde minute, la haine tourna au délire. Les gens sautaient sur place et criaient de toute leur force pour s'efforcer de couvrir le bêlement affolant qui venait de l'écran. Même le lourd visage d'O'Brien était rouge. Il était assis très droit sur sa chaise. Sa puissante poitrine se gonflait et se contractait comme pour résister à l'assaut d'une vague. La petite femme aux cheveux roux avait tourné au rose vif, et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. La fille brune qui était derrière Winston criait « Cochon, cochon, cochon !»
Elle saisit soudain un lourd dictionnaire novlangue et le lança sur l'écran. Il atteignit le nez de Goldstein et rebondit. La voix continuait, inexorable. Dans un moment de lucidité, Winston se vit criant avec les autres et frappant violemment du talon contre les barreaux de sa chaise. L'horrible, dans ces 2 minutes de la haine, était non qu'on fût obligé d'y jouer un rôle, mais que l'on ne pouvait, au contraire, éviter de s'y joindre. Au bout de 30 secondes, toute feinte, toute dérobade devenait inutile. Une hideuse extase faite de frayeur et de rancune, un désir de tuer, de torturer, d'écraser des visages sous un marteau, semblait se répandre dans l'assistance comme un courant électrique, et transformer chacun, même contre sa volonté, en un fou vociférant et grimaçant.